Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare. Il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le lieutenant-colonel Didier Rosser qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Le second du groupement de gendarmerie du Gard viendra nous expliquer précisément comment se déroulent les contrôles de circulation dans le département, l'occasion de bien comprendre les documents qu'il faut présenter, le nombre de contrôles qui ont déjà été réalisés, mais aussi combien de gardois ont déjà été verbalisés. Dans une seconde séquence, nous vous proposerons un reportage qui a été réalisé dans la journée à la Maison du Don de l'Établissement français du sang. Sa responsable Mélanie Avakian est quelque peu rassurée depuis l'appel à la mobilisation qui semble avoir été entendu. Puis c'est notre journaliste politique Coralie Mollaret qui sera une nouvelle fois en plateau pour nous expliquer les litiges après le premier tour des municipales. Thierry Allard, notre journaliste à Bagnols-sur-Cèze, est toujours confiné chez lui. Il nous proposera comme hier sa pastille vidéo et son bon plan du jour. Enfin, nous sommes partis à la rencontre du chef étoilé gardois Michel Kaiser, confiné dans sa maison lui aussi depuis la fermeture de son restaurant 2 étoiles Alexandre Agaron. Il a profité de notre venue pour remercier les services soignants qui combattent au quotidien le coronavirus. On clôturera notre émission comme hier soir par un rappel de l'actualité du jour et puis les prochains titres qui seront développés par Objectif Gare. Il ne me reste plus qu'à lancer le jingle. 135 €, c'est cher payé pour sortir de chez soi, mais comme en Italie, en Espagne, d'abord en Chine et bientôt peut-être partout, le monde fait face. Face à un mal compris au départ, un mal inquiétant mais lointain, désormais dans nos rues. Nous sommes en guerre, disait le président l'autre soir. Nous sommes en guerre, mais face à un ennemi invisible, précisait Donald Trump, qui a pris la mesure du danger mortel de ce virus qui n'a pas fini de circuler. Sortir n'est donc plus banal, c'est désormais contrôlé pour le bien de tous, pour éviter une propagation qui pourrait décimer une population mondiale par milliers et peut-être davantage. Alors les forces de police et de gendarmerie veillent, on va en parler dans quelques instants, s'assurent que les Français et les Gardois ont bien compris le message. Avoir les rues de plus en plus vides partout dans le Gard, on peut dire raisonnablement que c'est le cas. Dans quelques semaines, au pire quelques mois, chacun pourra, on l'espère, retrouver une vie normale. Les entreprises remonteront leurs rideaux, les élèves retourneront à l'école, les bancs publics seront à nouveau occupés, mais plus rien ne sera comme avant. Les images des rues vides du monde resteront gravées forcément dans les mémoires, comme un vilain cauchemar ou un bon film de science-fiction. Tout cela nous semblera tellement irréel, même nos petits-enfants, dans quelques années, auront du mal à nous croire. Et pourtant... Allez, démarrons tout de suite l'émission avec Didier Rosser, le second du groupement de gendarmerie du Gard, qui a accepté d'être sur notre plateau pour répondre à nos questions et certainement aux questions que vous vous posez également derrière votre écran. Bonsoir, lieutenant-colonel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare ce soir. La première question qu'on a envie de vous poser, elle est finalement assez simple. Comment se déroulent depuis mardi midi les contrôles de circulation dans le Gard ? Mais écoutez, à partir de mardi après-midi, nous avons commencé par une phase de montée en puissance et de pédagogie vis-à-vis de la population et lors des contrôles. Donc mardi, nous n'avons pas procédé à des verbalisations, le temps que les mesures se mettent en place. Et puis depuis, bien sûr, nous sommes rentrés dans la fermeté et là où nous commençons à relever des infractions. Est-ce que les habitants respectent les consignes dans la majorité Globalement, oui, les habitants respectent la réglementation. Donc les contrôles, pour revenir à votre première question, nous déployons sur le terrain à peu près 900 militaires jour, avec des patrouilles dynamiques. En fait, on appelle ça du contrôle de flux ou du contrôle de zone. Donc on peut avoir des postes fixes. C'est ce qu'on a fait récemment. Il y a eu un article dans la presse au niveau des sorties de péage. Et on a aussi des patrouilles dynamiques qui vont s'arrêter, contrôler les gens sur la route un peu d'une manière aléatoire. Et donc nous tenons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'accord, c'est jour et nuit également. C'est jour et nuit et nous profitons de ces contrôles et nous avons quelques cambriolages malheureusement qui sont détectés. Et notre but aussi, c'est d'enrayer toute forme de délinquance qui profiterait de cette situation ou de maisons vides. Donc le but aussi, c'est d'empêcher la délinquance aussi d'agir. Une des questions, pour revenir effectivement à ces contrôles et au respect des consignes, est-ce que vous avez identifié
que ces consignes étaient davantage respectées en zone plutôt urbaine ou plutôt en zone rurale, ou dans la majorité des cas, c'est à peu près la même chose, quelles que soient les zones sur le territoire du Gard? Alors la ville de Nîmes est en zone urbaine, mais sous compétence police nationale, sur laquelle, ou Bagnols-sur-Cèze et Centre-Ville à l'Est aussi, sur lesquels je ne peux pas me prononcer. Non, globalement, on a eu quelques difficultés à la mise en place des mesures, notamment sur le Vigan et sur Vauvert, où on a procédé à des interpellations. Ah oui, à ce point-là. Voilà, c'était plutôt des grands adolescents qui ont joué un petit peu avec les forces de l'ordre, mais qui ont été interpellés très rapidement. Donc je répète que nous avons quand même beaucoup de patrouilles dehors. Ah oui. Nous avons des capacités de manœuvre assez conséquentes. Ils ont été raccompagnés chez leurs parents. Et ils ont été verbalisés. Donc 135 €, comme vous l'avez dit au début du reportage, ça fait un peu mal quand même. L'une des interrogations que nous avons eues, d'ailleurs de la part de nos lecteurs aussi, c'est de bien comprendre par rapport aux documents officiels qu'il faut présenter. Est-ce que la version, par exemple, téléphone portable, est autorisée ou pas ? Non, il n'y a pas de version numérique officielle et autorisée. Donc il faut systématiquement présenter un document papier. Il faut présenter un document papier. Alors après, là-dessus, vous avez sur la page Facebook du Gard où on a diffusé des questions-réponses. Le papier, il y a des modèles qui circulent, mais il peut être fait à main libre, sur quelqu'un qui n'aurait pas d'imprimante, des choses comme ça. Et il faut l'attestation papier. Et il faut un document différent tous les jours. On a cru comprendre à un moment donné qu'on pouvait barrer, par exemple, le mardi pour noter le mercredi sur le même document. Est-ce que ça, c'est possible, ou est-ce qu'il faut imprimer ou écrire sur papier libre tous les jours un document différent ? Je dirais qu'il faut du bon sens, il faut apporter la preuve de son déplacement. Alors il y a deux types de documents. Il y a le document, le justificatif de déplacement professionnel. Le justificatif de déplacement professionnel doit être visé par l'employeur. D'accord. Et lui, il est valable d'une manière pérenne sur toute la durée de la crise. D'accord. Il est suffisant. Voilà, donc un boulanger qui part de son domicile pour aller à sa boulangerie, il suffit d'avoir ce document pour aller travailler, il n'a pas besoin d'un deuxième. Et le deuxième document, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire, avec 5 cas de figure. Voilà, donc ce document doit être écrit. Lui, par contre, c'est tous les jours, pour chaque déplacement. On peut cumuler les motifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire ses courses dans l'Intermarché de son village et qui, dans la commune d'à côté, va rendre visite à sa grand-mère qui a besoin de soins, une personne vulnérable, et peut faire les deux et peut avoir le même document pour les deux. D'accord, il suffit de cocher. De cocher, voilà. Ce qu'il faut, c'est que sur le contrôle, ce soit cohérent. Après, je comprends, c'est du papier, tout le monde n'a pas forcément les cartouches d'encre, etc. qu'il faut, il faut l'écrire. Je pense que localement, c'est sur le terrain. Si le document est raturé, qu'il est illisible, ça passera pas pour le contrôle. D'accord. Effectivement, si c'est simplement vous sortez le mardi et vous faites la même chose dans les mêmes créneaux horaires le vendredi, si c'est simplement une date, une journée, voilà. L'important, c'est de pas le faire, de pas sortir le stylo pour le raturer devant le contrôle, ça passera pas. Voilà, c'est du bon sens et du contrôle. Il faut quand même de la souplesse, je présume, c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer. Quel est le nombre de contrôles qui ont été effectués depuis mardi ? Et est-ce qu'on sait aussi le nombre de verbalisations ? Alors, le nombre de verbalisations, ça, je peux vous donner les chiffres. Donc, hier, nous avons fait, en fin de journée, nous étions à 70 verbalisations pour la journée. D'accord. Aujourd'hui, combien de personnes rencontrées ? Alors, le nombre de personnes rencontrées, là, ça sera difficile de vous répondre. On a 900 gendarmes sur le terrain. On a plusieurs milliers largement de contrôles. Donc ça veut dire que globalement c'est respecté quand même. Oui. Le document, parce que s'il n'y a eu que 70 verbalisations sur l'ensemble des contrôles depuis mardi midi ou uniquement pour la journée d'hier ? Alors pour la journée de hier. Aujourd'hui nous avons doublé ce chiffre. Ah oui. 150 verbalisations. D'accord. Voilà, on avait une petite problématique sur les bords de plage et les lieux touristiques où les gens avaient tendance à se regrouper. Et donc des arrêtés préfectoraux ont été sortis pour tout ce qui est activité au niveau de la plage, pour tout ce qui est activité notamment par exemple aux cascades du Sautadé. Aux cascades du Sautadé, aujourd'hui, nous avons eu plusieurs verbalisations. Donc il ne faut pas aller se rassembler dans ces lieux-là et c'est difficile à tenir ces terrains. C'est pour ça que l'arrêté préfectoral a été sorti. Il y a aussi les activités en mer qui sont interdites. Et nous avons la brigade nautique qui est au large et qui s'assure des contrôles. Bon, je présume que vous avez effectivement bien expliqué, mais que vous ne pouvez pas forcément quadriller entièrement le Gard. C'est peut-être bête de vous poser la question comme ça, mais est-ce qu'au fin fond des Cévennes aujourd'hui, vous contrôlez aussi des gardes-douanes ? Oui, donc le maillage territorial de la gendarmerie, donc on est présent partout, y compris dans les Cévennes. Nous avons déjà des brigades isolées. Nous obtenons le renfort qui est en train de se déployer d'élèves gendarmes qui sortent des écoles de gendarmerie en avance de phase à cause de cette crise et qui renforcent nos unités. Les réservistes aussi peut-être ? Nous avons des réservistes, dans les 900, nous avons des réservistes. Donc le groupement du Gard, c'est 850 militaires d'actifs et 450 réservistes opérationnels, donc ça fait 1300, 1400 personnes. Et nous avons aussi des renforts d'unités de force mobile, des gendarmes mobiles. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons 3 pelotons
qui sont arrivés et qui ont commencé leur mission à partir de 14h de l'escadron de Nîmes. Donc ils sont répartis au nord d'Alès, sur Vauvert et sur Romoulin. Et nous avons l'escadron de Tarbes aussi, un peloton. Donc nous avons des renforts extérieurs qui se rajoutent aux 900 puisqu'ils viennent d'arriver cet après-midi. Et nous sommes présents donc dans les Cévennes. Et pas plus tard que cet après-midi, le colonel Haas, qui aurait pu être à ma place là, était en contrôle de zone, est allé voir les gendarmes, est allé voir le contrôle dans les Cévennes. D'accord. On a parlé, puisque vous parliez effectivement des renforts, est-ce qu'il y aura à un moment donné aussi un renfort de l'armée directement ou pas ? Est-ce que c'est envisagé? Pas encore. Sur le territoire du Gard. Pour l'instant, on n'avons pas, en tout cas en zone gendarmerie, de renfort sentinelle, mais des expressions de besoin sont envoyées par la préfecture. Donc nous sommes preneurs de renforts de ce type-là. Et je sais que l'armée, en tout cas, pour avoir des contacts avec le délégué militaire départemental, se met en ordre de marche pour pouvoir fournir des renforts au niveau étatique. Une question aussi sur votre propre sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez des masques, des gants en intervention sur le terrain pour vous protéger, vous, à titre personnel ? Alors, on s'adapte aux situations. Par exemple, les élections municipales qui ont eu lieu le week-end dernier, les gendarmes pouvaient faire des procurations à domicile, y compris si des personnes malades ou en tout cas confinées. Donc là, pour ça, ils prenaient les dispositions, masques, gants, etc. On s'adapte à la situation. Avec le SDIS, nous avons un bon partenariat. Ils ont ce qu'on appelle des lots d'approche. Voilà, s'il y a des interventions un peu litigieuses, on peut s'équiper de protection. D'accord. Et bien sûr, quand on reçoit du public, on met en œuvre les mesures barrières à 1 mètre de distance. On désinfecte régulièrement les bornes d'accès au niveau des brigades qui restent ouvertes, je le précise. Et avec les mesures barrières de se laver les mains, de se désinfecter, voilà, c'est suffisant, je dirais, en tout cas dans l'immédiat, quoi. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et d'avoir pu répondre à nos questions. Allez, à présent, je vous propose de découvrir le reportage qui a été réalisé ce matin par notre rédaction de Nîmes. Nous nous sommes rendus à la maison du don de l'établissement français du sang. Sa responsable, Mélanie Avakian, est quelque peu rassurée depuis l'appel à la mobilisation qui semble avoir été entendu. C'est un reportage qui est signé Stéphanie Marin. Hier, au 2e jour du confinement imposé par le gouvernement, l'établissement français du sang appelait à la mobilisation des donneurs afin de pouvoir répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Un appel qui a été entendu, en tout cas, au centre de collecte de Nîmes. Donc les donneurs sont venus en masse, voire même un peu trop de donneurs par rapport aux capacités d'accueil. Donc on a invité les gens à revenir demain ou voire même la semaine prochaine. Parce que le sang, on en a besoin tout le temps en fait. Donc venir tout le monde le même jour ne suffit pas. Ce qui est bien, c'est d'étaler un peu les dons. Donc ça, c'est sûr qu'on va en avoir besoin même dans les jours suivants. Donc si les gens n'ont pas pu venir aujourd'hui, pas de panique. Ils pourront très bien venir demain, voire la semaine prochaine. On aura toujours besoin de donneurs de sang. Les réserves sont correctes. Pour le plasma, c'est un peu différent. C'est surtout des plaquettes dont on a besoin. On s'exprime en jours de réserve, pas en chiffres. Voilà. Pour les plaquettes, on n'est qu'à 3 jours de réserve, parce que les plaquettes ne se conservent qu'une semaine. Lors de ces collectes, qu'elles soient dans les centres fixes ou mobiles, toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour éviter les risques de transmission du virus. Ainsi, tous les donneurs doivent rester à 1 mètre les uns des autres et le personnel de collecte est équipé de masques et de gants. Des mesures qui rassurent les donneurs. Christian Dufour, 26 ans, malgré le contexte, a répondu à l'appel. Muni de son attestation de déplacement, il n'a pas hésité à se rendre au centre nîmois de l'EFS. Après l'appel, je pense que c'est important de venir donner son sang. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Alors avec le contexte de confinement, en effet, c'est un peu compliqué. Je pense que les gens n'ont pas trop envie de se déplacer et de peur d'attraper du coup ce coronavirus. Mais je pense que c'est nécessaire de le faire en respectant bien sûr les mesures de sécurité qui ont été annoncées. On n'y pense pas assez souvent, mais beaucoup de gens en ont besoin et je pense que c'est nécessaire de le faire. Allez, on accueille tout de suite Coralie Mollaret, notre journaliste politique, qui va nous parler des litiges après le premier tour des municipales de dimanche dernier. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel. Alors, un mot sur la politique donc locale. En période de confinement, on pensait en avoir fini avec les municipales, et bien pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, pas tout à fait, parce que même si en confinement, la politique, elle vit au ralenti. On l'a vu avec le report des convocations des premiers conseils municipaux qui vient d'être annoncé par Édouard Philippe. Et bien, le premier tour des municipales a encore des conséquences
conséquences sur la vie locale. Lesquelles, par exemple ? Alors, on l'a dit, des recours, des litiges, des querelles. La politique, c'est quand même dur, on a tendance à l'oublier, mais c'est très, très compliqué. Alors, par exemple, des petits exemples, c'est les lieux communs. Vous avez des maires ou les opposants des maires qui récusent tout simplement cette défaite. Vous avez aussi des maires qui se sabordent eux-mêmes, et on va peut-être le voir. Alors, juste pour expliquer une règle claire, après ce premier tour, les candidats ont 5 jours pour déposer un recours. Alors, comme on est en période de confinement, ils peuvent le faire par Internet, avec télérecours. Ou alors, ils vont directement envoyer une demande au préfet. Et il faut surtout rappeler que seule la justice, le tribunal administratif, peut statuer sur ces cas. D'accord. Alors, où est-ce que ça bloque clairement aujourd'hui dans le département ? Bon, l'exemple le plus probant, on l'a vu, ça a été Valabrègue, avec le maire Jean-Marie Gilles qui a été élu dès le premier tour. Alors, son opposant, c'est Jean-Pierre Fuster, le candidat du Rassemblement national. Et lui, il a remarqué que sur les bulletins de Jean-Marie Gilles, il y avait une candidate qui n'avait pas mentionné sa nationalité belge. Et ça, le code électoral est très clair, il est même impitoyable. Il faut absolument mentionner cette nationalité, sinon ça peut entraîner tout simplement la nullité des bulletins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jean-Pierre Fuster, aujourd'hui, il est élu à Valabrègue ? Alors ça serait facile, mais non, c'est pas ça. Du coup, il a déposé... Tant pis pour lui. Du coup, tout n'est pas joué. Il a déposé un recours. Du coup, le tribunal va devoir l'examiner. Alors voilà, très probablement, on n'est pas sûr qu'il décide de l'élection directe de Jean-Pierre Fuster. Il pourra proposer une autre élection, puisque c'est sur la bonne foi. On n'imagine pas le maire vouloir cacher la nationalité belge de l'une de ses candidates. Donc probablement une nouvelle élection, mais quand ? Ça, c'est la question. Et un autre sujet aussi, c'est du côté de Blauzac, le bastion de Denis Boide, le président du département. Et si la politique blauzacoise n'existait pas, il faudrait tout simplement l'inventer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Alors, rapidement, le topo, c'est que vous avez un maire qui a pris la succession de Denis Boide en 2015, quand il a été élu président du département, qui se représente, mais qui s'est fâché avec Denis Boide. Et puis, vous avez son opposant qui se présente aussi, Jean-Pierre Rossi, et qui, lui, est soutenu par le président. Sauf que le problème, c'est que le maire sortant, Serge Bourdanoff, il s'est rendu compte dimanche que ces bulletins n'étaient pas valides, que malheureusement alors lui c'était pas une nationalité, c'était le nom de famille d'une de ses candidates, en plus en bas de liste, c'est vraiment bête, ce n'était pas le même nom qu'il a donné lors de la déclaration qui a été déposée en préfecture et le nom qui était sur les bulletins. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer alors aujourd'hui ? Lui-même a dit que c'était pas valide, il a entraîné la nullité. Mais vous savez, la politique dans les villages, c'est très compliqué. Et le maire est arrivé en tête, le maire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'a fait Jean-Pierre Rossi ? Jean-Pierre Rossi a décidé de démissionner. Ah oui, carrément. Carrément. Donc, du coup... Et aujourd'hui, qui c'est qui va diriger Blauzac ? Alors, un recours, encore une fois, a été déposé devant le tribunal administratif, comme Valabrègue. Maintenant, il faut savoir, alors là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'est-ce que va faire le tribunal administratif ? Ou est-ce qu'il va décider que, pareil, on refait une élection quand on ne sait pas, ou alors le tribunal peut même décider de mettre la commune sous tutelle. On n'a pas fini d'en parler. Je vous remercie, Coralie, mais vous restez avec nous en plateau parce que dans quelques instants, on va parler des sujets du jour. Direction à présent Garon, dans la maison de Michel Kaiser. Pour la première fois à l'arrêt forcé en 50 ans de carrière, le chef doublement étoilé du restaurant Alexandre adresse un message au personnel soignant entre les rangées d'herbes aromatiques de son jardin. Des images qui ont été réalisées ce matin par notre journaliste Anthony Morin. Bonjour. Voilà, écoutez, vous êtes dans mon herbier là. On commence à faire... à regarder toutes les petites pousses qui commencent à sortir. C'est le moment. En fait, on est dans une période délicate. C'est la première fois de ma vie qu'en fait, on m'interdit de travailler. Et ça me surprend. Enfin, ça me surprend. On est tous dans le même bateau. Je pense qu'il faut surtout penser à nos chirurgiens, à nos infirmières, à tous ces gens qui se donnent, qui se dévouent et qui sont certainement en surmenage. On connaît ça, nous aussi dans la restauration, quand c'est en pleine saison, on est sollicité. Mais j'ai une grosse pensée pour eux. J'espère que tout se passera bien, qu'on trouve des masques, qu'on trouve les blouses, qu'on trouve tout ce qu'il faut pour les protéger. Et je leur souhaite un bon courage. Et puis, plutôt que d'être dans la compassion, moi j'aime bien aussi qu'une fois que ce sera fini, parce que ça viendra à un moment donné, ce sera derrière nous, je pense qu'il faudra penser à eux à ce moment-là aussi. Parce que la compassion c'est bien, mais les gestes et faire des choses, on verra ça avec certainement l'association Gare au Chef. On y pense déjà et puis on ne vous laissera pas tomber en tout cas.
Allez, 3 sujets à retenir dans l'actualité aujourd'hui. Coralie, vous êtes toujours avec nous et on commence par l'information principale de la journée. Le Gard compte un premier mort lié au coronavirus. Oui, il s'agit du premier décès survenu hier dans la soirée. C'était un septuagénaire pris en charge depuis plusieurs jours à l'hôpital de Nîmes. Selon nos informations, aujourd'hui, 39 Gardois ont été testés positifs au Covid-19. 389 cas sont confirmés en Occitanie. À noter que dans le Gard, une personne est toujours hospitalisée à Nîmes et une autre à l'hôpital d'Alès. Les hôpitaux se préparent à recevoir des malades supplémentaires. Ils organisent donc leurs moyens en conséquence. Sans transition, on enchaîne avec les bénéficiaires du RSA qui peuvent désormais travailler dans le secteur agricole. Oui, alors le coronavirus n'arrête pas la nature. Face à l'inquiétude de la filière agricole, le président du conseil départemental vient de prendre une décision. Denis Bois autorise aux bénéficiaires du RSA d'occuper un emploi saisonnier. Un dispositif qui, rappelons-le, repose sur le volontariat, c'est bien de le dire. Oui. Notons aussi qu'en plus de cette activité saisonnière, le département continuera à verser le RSA aux volontaires pendant 3 mois. Et on parle enfin de l'ouverture des halles et du marché de Pissevin à Nîmes. Il s'agit du service commerce de la ville de Nîmes. Alors ce sont des ouvertures pour que les habitants du centre-ville puissent se nourrir. Ça permet aussi aux petits commerces, il faut y penser, de maintenir leurs activités. Du coup, les halles ouvrent leurs portes à partir de 7h. D'accord. Quant au secteur ouest, le marché de Pissevin est maintenu les mercredis. Et sur le Jean Jaurès, la tenue du marché des producteurs se déroule toujours le vendredi. Les consommateurs, bien sûr, on le rappelle, doivent respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de l'épidémie. Merci pour toutes ces informations, Coralie. Allez, à présent, on part direction Bagnols-sur-Cèze et chez notre journaliste Thierry Allard, qui est toujours confiné chez lui. Alors ce soir, il nous présente son coup de cœur, c'est le podcast 2 heures de perdu de Fréquence Moderne. En cette période de confinement, Objectif Gard a décidé de rendre ce séjour à la maison un tout petit peu plus supportable en partageant avec vous nos coups de cœur culturels du moment. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un podcast, le podcast 2 heures de perdu, qui est signé par Fréquence Moderne. Alors c'est un podcast sur le cinéma, mais c'est pas forcément un podcast de cinéphiles très avertis, puisqu'il s'agit c'est une bande de potes qui dissertent sur des films, alors des films qui sont souvent des films pas terribles, des films des années 80, mais pas que, il y a aussi quelques perles de la pop culture qui sont passées entre leurs mains, comme Kill Bill, ou des films d'auteurs comme La vie d'Adèle. Alors c'est pas forcément des films très drôles, mais eux ils arrivent systématiquement à être drôles entre mauvaise foi assumée, anachronisme, et même des fous rires, notamment d'Antoine, le chef de la bande, qui lui a un rire vraiment irrésistible, vous verrez, enfin plutôt vous entendrez. Et surtout à la fin, on a un petit passage en revue des commentaires laissés par les gens sur Amazon et sur Allociné sur ces différents films. Et ça aussi, c'est vraiment tordant. Donc voilà, foncez découvrir ce podcast si c'est pas déjà fait. C'est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Et c'est gratuit, évidemment. Et en plus, vous en avez déjà presque 230 en ligne, des épisodes qui font chacun environ 1 heure. Donc il y a de quoi occuper un certain temps. Et demain, c'est déjà la fin de notre émission. À suivre sur Objectif Gard ce vendredi à 7h, un fait du jour dans le quotidien d'une famille alésienne confinée. L'épidémie mondiale du coronavirus bouleverse forcément la vie de millions de personnes. Et dans le Gard à Alès, une famille a accepté de raconter les changements concrets de ce confinement sur leur quotidien. Objectif Gard vous invite donc dans l'univers de Florence, de Yann et de leurs 3 enfants. Alors on vous rassure, notre journaliste a pris toutes les précautions et a échangé avec la famille par téléphone. C'est les parents eux-mêmes qui nous ont adressé des clichés de la petite famille gardoise confinée. C'est donc à découvrir demain. Merci vraiment encore une fois d'avoir suivi ce nouveau numéro de 19h le live. Je voudrais bien évidemment remercier Romain Curat à la réalisation et notre rédaction mobilisée une nouvelle fois ce jeudi pour vous proposer cette demi-heure d'information en direct. On vous donne rendez-vous demain, 19h pétante. En attendant, passez une très très bonne soirée. À bientôt.